Suite, les morts de ma conscience de demain. Il n'y avait plus de problème. Le froncement des sourcils du ciel se manifestait du côté du nord-ouest de la ville, au-dessus du quartier Aquanor. Pourtant, il y a quelques minutes encore, le soleil radieux régnait sur le grouillement de la ville, confirmant dans l'esprit des gens le bien fondé des projets qu'ils avaient élaborés le matin au réveil. Depuis des mois, les réveils dans cette ville sont plus cauchemardesques que les vrais cauchemars du sommeil. En effet, les habitants, dont le nombre a toujours échappé à toute tentative statistique dès lors qu'elle se veut systématique, subissaient le contre-coup de la crise universelle de civilisation. Du véhicule moral fabriqué par le judéo-christianisme, il ne leur restait que les nombreuses associations de chorale, ainsi que des prêtres et des pasteurs parfaitement citoyens d'une société de consommation. De la conquête des bienfaits d'Allah en son 7e ciel, il ne leur restait qu'un assortiment de fourchettes de prix, tous les jours plus variés mais paradoxalement de plus en plus imposants. De la solidarité humaine incarnée en l'ONU émanait pour eux l'hypocrisie des grandes puissances maîtresses absolues du Conseil de sécurité, le verbiage savant des assemblées générales, le diktat des armes maniées par des armées et, enfin, la guerre économique ironiquement installée dans les officines financières internationales. De la recherche d'une personnalité nationale spécifique, il ne leur restait qu'une authenticité empiriquement souveraine élevée au rang de doctrine révolutionnaire. Pour les habitants de la ville la plus peuplée du pays, l'inflation, bête monstrueuse au cerf enfoncé dans les tripes de l'économie mondiale, savamment entretenue par les puissances industrielles, se manifestait sous la forme d'un ouragan commercial qui ne respectait rien. Abele Congo se leva de son lit de malade au premier étage de l'hôpital Lakentini. Le ronronnement régulier et doux du climatiseur l'agaçait, bien qu'il ait souvent reconnu qu'il l'aidait à s'endormir aux heures de la mi-journée. En fait, c'est le froncement des sourcils du ciel qui énervait Abele Congo, car il l'associait assez curieusement au froncement des sourcils des citoyens à leur réveil le matin. Ce froncement de sourcils qui voulait signifier que tout va mal. Il l'avait d'expérience? Non. C'est Ioni qui le lui avait révélé un jour, que lorsque le peuple se met à froncer le sourcil, de deux choses l'une. Ou bien il faut s'attendre à une dysentérie sociale épidémique que des sanguinaires nomment révolution, et alors, au lieu de formation sanitaire, ce sont les formations pénitentiaires spéciales qui servent de point d'accueil à des malades dits politiques, ou bien il faut investir dans les pompes funèbres, car la misère tuera beaucoup de gens. D'une façon ou d'une autre, c'est l'ère de la violence. Ce n'est pas la paix. La paix, le seul héritage que Abele Congo désirait sauvegarder des rapports curieux qui l'avaient lié à Ioni avant la mort de celui-ci. Chef de cabinet très écouté, tout à coup ami d'hommes politiques qui, la veille encore, paraissaient inaccessibles, devenu en très peu de temps un participant actif de réunions diverses dont les avis étaient quêtés, sollicités, automatiquement approuvés. Ioni s'était échappé de leur petit monde, le monde des rampants, pour s'imposer son coup férir là-haut, en superstructure élitique. Par pure philanthropie, car Abele Congo se savait indigne d'une quelconque gratitude de la part de Ioni, monsieur le chef de cabinet avait maintenu avec lui des liens qu'on pouvait qualifier d'amicaux. C'est ainsi qu'en peu de temps, Abele Congo avait vu sa carrière évoluer favorablement parce que chaque nouvelle situation lui permettait d'appliquer les principes de la pensée de Ioni, dont le rayonnement agissait invariablement sur n'importe quel entourage. Par la suite, grâce au modelage subi par la personnalité de Abele Congo, les perspectives d'émancipation de ce dernier s'étaient déclusées et la voie vers le progrès social s'était ouverte, puis élargie. Bien que simple commis de bureau, Abele Congo se vit attribuer le titre de chef de bureau par décision ministérielle. À l'origine de cette décision, une correction de la vision du rôle qu'il s'était fixé dans son ministère à la direction des personnels journaliers et paramédicaux. Avoir le visage ouvert et le sourire franc, la poignée de main cordiale et le geste respectueux sans être servile. Étudier chaque cas comme s'il conditionnait la bonne marche de la République.
Le faire sentir aussi bien à l'intéressé bénéficiaire du service rendu qu'au supérieur hiérarchique qui doit approuver ce service. Ne pas départir de la fermeté d'arbitre agissant apparemment selon une réglementation immuable, car tout agent de l'État est en principe un arbitre. Posséder sur le bout des doigts cette réglementation tout en soulignant aux bénéficiaires du service rendu que toute loi et toute réglementation sont, de par leur nature, imparfaites et partant inhumaines. Connaître à fond ces dossiers. Grâce à cette façon de travailler qu'il avait vu mise en œuvre par Ioni, Abel Congo était passé en 2 ans de simple agent de la 12e catégorie de la CCTB à chef de bureau de la 14e catégorie sous le prétexte de réajustement de situation. En attendant la réorganisation du ministère, on réorganisait le ministère à chaque remaniement ministériel. On lui confia un jour le recrutement et l'avancement des personnels supérieurs non fonctionnaires, médecins compris, car il régnait dans ce secteur-là une véritable pagaille. Ce surcroît de travail ne déplut nullement à Abel Congo. Une fois, Ioni lui avait dit en souriant, pour lui expliquer pourquoi il était de tous les comités, de toutes les manifestations, de tous les clubs, que l'homme est foncièrement une fusée ambitieuse mais paresseuse. À peine lui a-t-on fait atteindre un apogée qu'elle estime être en mesure d'agrandir sa révolution si un étage lui était encore ajouté. Si on ne lui ajoute pas un étage aussi, cet étage ajouté, on ne le règle pas de façon à corriger automatiquement son orbite d'un nombre de degrés supérieur relativement important, elle gravitera de son orbite initiale jusqu'à ce qu'elle éclate. Donc, si l'on veut réussir, il faut aider les chefs à s'octroyer d'autres étages pour leurs fusées respectives en avalant pour eux les dizaines, voire les centaines de dossiers qu'ils ont à traiter et en leur dégageant de ce fait une tranche horaire vacante. Celle-ci sera utilisée au cours de la journée à faire autre chose. En clair, à intriguer. Abel Congo s'en tira si bien qu'on envisagea d'en faire un chef de service dans le futur organigramme du ministère. Mais pour être chef de service, le traitement d'Abel Congo devait atteindre celui d'un cadre d'exécution. Or, il n'était pas cadre. Le problème fut résolu grâce à une conférence sur l'administration des personnels en pays en voie de développement qui se déroulait dans une grande ville africaine. Abel Congo obtint une bourse pour participer à cette conférence qui fut suivie d'un stage pratique. 3 mois plus tard, Abel Congo ramenait au pays un diplôme qui lui permit de bénéficier d'un traitement de contractuel. On le reclassa à la 17e catégorie de la CCTB. 2 semaines après son retour, un décret présidentiel officialisait le nouvel organigramme du ministère. Abel Congo attrapa à cette occasion un nouvel étage pour sa fusée. Il devint chef adjoint de service chargé du personnel. Dans le train des nominations, on avait omis gentiment de lui donner un chef de service. Quelque temps après, le Providence se mêla de sa vie. Un remaniement ministériel heureux mais inattendu vint à propos bouleverser le cabinet. Le directeur de cabinet du ministère recevait le portefeuille de la fonction publique alors que le ministre devait abandonner sa place pour celle du ministère de l'Intérieur. Abel Congo, qui se souvenait d'avoir offert au directeur de cabinet pendant sa révolution spatiale de chef de bureau 2 chèvres, 10 poulets, une dizaine de régimes de bananes plantains, plusieurs fois des kilogrammes de tubercules de manioc et d'igname, d'innombrables œufs et parfois une cousine en mal de bonnes relations, reçut mission de porter aux côtés du nouveau ministre de la fonction publique le porte-document personnel. Abel Congo se retrouva donc dans ce nouveau ministère avec rang et prérogatives de chef de service plein. On s'empressa de lui ajouter 2 catégories à son traitement grâce à la disposition de recrutement numérique. Tout cela se passait il y a 8 ans. Et depuis 8 ans, il attend en vain un poste de directeur. L'attente lui a inoculé des céphalées chroniques et une aigreur dans le propos très perceptible qui gêne souvent ses interlocuteurs. Sans être aussi instruit que la cohorte des jeunes diplômés qui se bousculent au seuil des honneurs et des titres, la tête vide de compétences, Abel Congo pensait souvent, avec raison d'ailleurs, que son expérience du métier de gestionnaire, sa connaissance pratique des textes
et des cas d'espèces en faisaient un cadre sinon supérieur et hautement qualifié, du moins indispensable à un échelon élevé de l'exécution. Dans la salle de l'hôpital La Quintini où il était hospitalisé, le climatiseur se tut et ce silence réveilla son voisin, un adjoint technique d'agriculture souffrant d'une hépatite pernicieuse résultant d'un éthylisme aigu. Pour marquer sa désapprobation, le jeune homme à peine réveillé déclara d'air chef qu'il avait chaud. Entre Abel Congo et lui se déroulait toujours la même comédie. Abel Congo arrêtait le climatiseur bruyant. L'adjoint technique se réveillait et déclarait qu'il avait chaud. Abel Congo se levait de son lit et allait coller son front à la fenêtre vitrée qui donne sur la cour de l'hôpital pour éviter de l'encens aux voisins qu'en Afrique et pour les Africains, une atmosphère caniculaire engendre plutôt la béatitude. Abel Congo se leva donc et alla se placer face à la cour. Il vit les gens évoluer comme des fourmis ouvrières, des abeilles ouvrières ou les autres insectes sociétaires, dont les automatismes, depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années, se libéraient toujours de la même façon, pour les mêmes buts, à partir des mêmes causes. L'homme, lui, cherche encore, cherche toujours, type après type, génération après génération, imparfait après imparfait. Et cette recherche conduit au masochisme du corps, à la folie de l'esprit et à l'autodestruction des civilisations. Abel Congo se dit que c'était peut-être là nos automatismes biologiques qui fondent nos âmes continueront de souffrir et nos corps de se détériorer jusqu'à ce qu'un jour Dieu change de caractère et de jeu. Mais comme on le dit éternel dans ses aspects causes et dans ceux de ses effets, la petite pensée de l'homme peut parfaitement imaginer que le caractère de Dieu sera toujours le même dans ses manifestations infinies, de même que son jeu sera toujours sous-tendu par les mêmes axes dans leur innombrable orientation. Malédiction. Lui, Abel Congo, 999e spécimen au bout des 100 milliards de trillions d'humains qui ont existé depuis l'Adam de la nouvelle lignée d'hommes pensants, est sûr de jouer le même jeu de l'existence que cet Adam, que d'autres Adam, d'autres lignées terrestres, que des Adam d'espèces inconnues enregistrées au palimpseste de l'univers. Abel Congo sentit des vertiges naître dans sa tête. Il sortait tout juste d'une méningite cérébro-spinale et il ne tenait pas encore bien sur ses deux jambes. La tête lui tourna. Il durcit les mâchoires et ferma les yeux. Mais comme, au même moment dans sa tête, des pulsations douloureuses d'abcès invisibles, comme simultanément à sa hanche gauche, un bruit d'os déboîté s'était produit, Abel Congo abandonna le rebord de la fenêtre et, tout entier livré au mal qui l'attaquait, oublia qu'il se trouvait à côté du lit de son voisin. Il s'avança, rencontra sur son chemin quelque chose, se coucha en gémissant. Il s'était allongé sur le ventre, en travers du lit du voisin, donc sur les pieds de l'adjoint technique de l'agriculture. Celui-ci, d'abord étonné, donna l'impression qu'il avait finalement compris que Abel Congo n'était pas dans son assiette. L'adjoint technique retira doucement ses pieds, un sourire mystérieux accroché à ses lèvres. Il éleva ses deux talons joints au niveau de son regard brillant, les contempla et, de toutes ses forces, les abattit d'un coup sur la nuque de Abel Congo. L'adjoint technique descendit de son lit, pris d'un furieux accès de fou rire. Par les aisselles, il traîna Abel Congo jusque dans le lit de celui-ci. Pendant que le corps de Abel Congo soubresautait dans une brève agonie, l'adjoint technique d'agriculture ouvrit la porte de leur chambre d'hôpital pour voir si quelqu'un ne circulait pas dans le couloir. N'apercevant personne, il murmura « Il n'y a plus de problème, mon vieux ». Puis il se mit à hurler comme un forcené, à rire et à hurler comme un forcené. On vint constater. On lui mit la camisole pour le cabanon. On mit un drap sur le cadavre d'Abel Congo pour les pompes funèbres. Il avait raison, l'adjoint technique d'agriculture. Pour lui, comme pour son voisin de salle, il n'y avait plus de problème terrestre.